J'ai pour vocation d'enseigner les arts énergétiques, tout ce qui concerne le réveil du potentiel humain en gros, voilà, pour retrouver une vitalité, dans un deuxième temps explorer un petit peu les contrées du potentiel humain. Ouais. Les limites sont infinies. Quand je repense quand j'avais une vingtaine d'années, je me dis waouh, à chaque nouvelle découverte et exploration, je me suis toujours dit qu'est-ce que je vais découvrir encore qui va me fasciner. J'ai toujours eu cette intention et ce désir et cette fascination de découvrir de nouveaux aspects de la vie, quoi, en gros. La médecine chinoise, c'est l'art justement de préserver la santé. L'histoire dit que les anciens médecins chinois étaient payés pour garder la bonne santé des gens. Et quand les personnes tombaient malades, ils n'étaient pas payés. Donc il y avait vraiment cette notion de prévention et d'enseignement, etc. Donc voilà, ça a été une quête dans ce sens-là, de retrouver cette dynamique, on va dire, cette dynamique, cette autonomie, cette liberté. Donc voilà, ça a été vraiment le curseur de base. Donc au départ, j'ai commencé avec le Reiki, après la médecine chinoise. Les piliers de la médecine chinoise, c'est la pharmacopée, les plantes, l'acupuncture, l'ostéopathie et le qigong. Donc dans l'école où j'étais, on apprenait les 3 piliers et on savait qu'il y avait le 4e pilier, le qigong. Et donc je me suis mis à chercher des cours et j'ai commencé à prendre des cours de qigong. Et vite fait, il y a eu le tai chi, le kung fu aussi. Donc je me suis vite aussi réapproprié mon corps et en même temps, vu qu'on apprenait l'énergie dans le corps, l'acupuncture et en même temps l'ostéopathie, j'avais une compréhension qui devenait vivante. C'est-à-dire que j'apprenais, par exemple, on travaille sur l'articulation du bassin, des lombaires, sacro-iliaque ou crânienne, etc. Et en même temps, je découvrais, j'expérimentais au travers le qigong, la mobilité de ces parties-là, l'ouverture de ces parties-là, la libération, l'énergisation de toutes ces parties, avec le souffle, avec le corps, avec l'intention. Donc il y a eu vraiment une espèce de chance, que je considère comme chance, d'avoir pu vivre ces apprentissages, ces compréhensions à tous les plans, au niveau théorique, au niveau énergétique, au niveau physique, etc. Donc pour moi, ça a été vraiment une chouette expérience. Et je suis vraiment tombé aussi sur des enseignants qui étaient en or, quoi, qui avaient vraiment une passion, une pédagogie qui était pour moi hors norme, vraiment hors norme. Donc ça c'est vraiment été un vrai cadeau. Donc j'ai pu expérimenter ça et en même temps j'ai approfondi. Après il y a eu le fameux Qigong, le massage des organes internes qui permet de libérer tout ce qu'on a stocké dans nos organes et qui sont, en gros il y a la colonne vertébrale et puis tous les organes sont accrochés sur la colonne vertébrale. Et donc c'est ce qui permet, parce qu'en ostéopathie souvent on va relibérer un peu tout ce qui est structurel et le fait d'aller enlever les tensions qui sont sur les organes, ça permet aussi de relâcher notre axe de vie, la colonne vertébrale, plus profondément. Donc il y a eu cette approche du Qigong qui remonte des taoïstes, ça a plusieurs milliers d'années, et qui est un assemblage entre la respiration, la libération de sons et d'émotions en même temps, et qui permet d'aller libérer toute cette charge qui se trouve engrammée dans nos organes. Et donc voilà, il y a le crânien aussi, donc c'est déjà 2 axes, hein, le cerveau haut dans le cerveau là, et puis le cerveau bas, le ventre, et puis la jonction entre les deux, la colonne vertébrale. Et donc entre travailler le crânien, travailler le viscéral et en même temps la colonne vertébrale, déjà on a quand même un axe qui est assez puissant. C'est puissant en termes de changement, de libération et de transformation vers un mieux-être, quoi. Et ensuite, je me suis aperçu qu'il y a quand même quelque chose d'assez invisible qui est la psyché. On est tout le temps en train de penser, hein, un peu, on a tous une voix intérieure qui est un peu constante et qui peut soit nous donner de l'énergie, soit nous en prendre. Puis aussi, on vit des moments de vie des fois qui nous choquent et qui induisent des nouvelles croyances qui peuvent nous limiter. Et ça, on ne le voit pas forcément. On a beau
des fois remettre en place des choses, libérer des choses, mais la personne continue de cultiver des habitudes, de pensée, de, de position, de respiration, d'habitudes alimentaires qui entretiennent eh ben, des déviations d'énergie ou des accumulations de toxines, des stress et qui enlèvent beaucoup d'énergie vitale et beaucoup de tranquillité. Et donc c'est ce qui m'a conduit à approfondir un petit peu en termes de psychothérapie, de PNL, d'hypnose, de neurosémantique, de MDR, de EFT, de réencodage de la matrice, etc. pour justement libérer ces charges qui sont mémorielles, on va dire, énergétiques, mémorielles, et les redonner de l'information, renourrir, redonner quelque chose de plus édifiant pour la personne. Donc voilà, ça a déjà été aussi une des forces qui m'ont conduit à continuer d'apprendre et d'évoluer, parce que on se rend compte qu'on est vite limité, sinon on rentre vite dans la symptomatologie, c'est-à-dire que quelque chose qui ne va pas, on répare, et puis hop, ça revient, on répare. Ou si ça ne revient pas au même endroit, ça revient par un autre endroit, etc. Et je trouve que donner les clés essentielles des changements et ne serait-ce que comprendre que finalement la maladie elle ne tombe pas du ciel, que c'est pas quelque chose de ni fataliste ou ni aléatoire, que c'est dû vraiment à des habitudes, des choses qu'on entretient et dans le quotidien. Hein, ne serait-ce que la respiration, on respire un nombre incalculable de fois, des milliers de fois par jour. Donc si ces milliers de fois par jour sont entre guillemets mal faits ou génèrent des tensions ou une faible énergie, ben ça va induire du coup des formats d'énergie, des formats de pensée. Notre manière de respirer induit une manière de penser. C'est-à-dire, plus je respire vite, plus je vais avoir un mental agité. Et aussi une quantité, des dosages d'hormones aussi qui vont avec. Et donc plus je vais respirer lentement, plus je vais avoir de l'énergie, entre autres, et une quantité d'hormones aussi appropriée à ce calme que ça va induire dans l'esprit. En fait, voilà, la respiration, c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment, c'est que c'est un pont entre le conscient et l'inconscient, et c'est une des seules choses qu'on peut vraiment changer à volonté, en fait. On peut modifier avec une grande amplitude. Donc ouais, ce pont-là, il est vraiment intéressant à explorer, à vivre et à remettre en question, à prendre du temps, à être avec ce flux de vie. En fait, c'est un flux de vie. Hein. Quelqu'un qui respire plus est mort. Donc être en lien avec le vivant qui nous traverse, c'est quelque chose de, je pense, fondamental, essentiel. C'est même, ouais, c'est la base. Donc c'est dans ce sens-là que ça m'a amené toutes ces recherches et entre autres cette création de cette fameuse méthode de la neurorespire. Et puis il y a eu aussi par rapport à la méditation. La méditation, c'est aussi cet aspect c'est là où j'ai souvent pris des moments de retraite, que ce soit sur 10 jours la plupart du temps, dans des centres Vipassana, entre autres au départ c'était ça. J'ai expérimenté aussi un peu dans le désert, là, au niveau du Maroc, la frontière algérienne, où je fais des retraites seul dans le désert. C'était un peu un fantasme, mais en même temps une curiosité de, je sais pas, le désert, le soleil. Alors je m'arrangeais que ce soit l'hiver quand même, de vivre cette solitude et en même temps de voir où j'en suis. Je trouve que les retraites, le silence, la méditation permet clairement de voir nos habitudes de pensée, qu'est-ce qui nous préoccupe, qu'est-ce qui nous motive, ça nous permet d'être en lien avec nous-mêmes. Ouais. Et dans cet aspect de la méditation, il y a aussi quelque chose de fondamental qui est cette place de la conscience. Donc dans la question qu'on pourrait tous se poser, qui tu es, qui suis-je? Alors forcément, on est dans une convention, on se définit avec des rôles, des âges, des positions
comment ça dire, sociale ou familiale. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une manière de se définir en termes de conscience, de présence. Et j'aime bien la citation d'Eckhart Tolle qui dit qu'on est un point focal où on s'observe nous-mêmes dans son ensemble, dans tout ce qui est la vie. On est juste un point focal où on s'observe nous-mêmes. Donc ça, je trouve ça assez fascinant dans le sens où petit à petit, plus on s'aperçoit de cette réalité, de cette face de la réalité, plus on connaît quelque chose de nourrissant et qui nous libère de beaucoup de choses. Hein, par exemple, tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'eau. C'est vrai qu'on fait souvent attention à l'eau et c'est important de faire attention à l'eau, à l'alimentation, à beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'on est constitué d'eau, mais que si on boit de l'eau, une super eau, mais qu'à l'intérieur on est angoissé, stressé, pas là, on se projette dans le futur, dans le passé, etc. C'est-à-dire on est une masse énorme d'eau avec une vibration qu'on entretient, majeure. Et donc du coup, cette petite eau, ouais, c'est sûr qu'elle va faire du bien, c'est important de faire attention, etc. Mais je pense que la priorité, c'est de faire attention à notre état d'être. C'est ça qui va, entre autres, transformer notre eau intérieure et qui va aussi inviter cette eau extérieure qu'on vient prendre qui va l'inviter à se mettre au diapason de la fondamentale. Hein. Pour les musiciens, il y a une note fondamentale et puis il y a des harmoniques, la tierce, la quinte, l'octave. Et je pense que c'est important de cultiver la tonique, c'est-à-dire la fondamentale. La fondamentale, pour moi, c'est la conscience, c'est notre état de présence, notre état de tranquillité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aux autres, mais je pense que voilà, en tout cas, dans le parcours, pour moi, ça a été une révélation importante de développer cette présence, cette qualité de se remettre à sa place et de ne pas se prendre pour les émotions, pour les pensées, pour nos souvenirs, d'arriver à mettre de l'espace. Et cet espace, c'est aussi une respiration, c'est quelque chose où on peut retrouver une aisance, une liberté, un confort aussi, de l'énergie. Voilà. Et ensuite, il y a quelque chose qui m'a été pour moi un grand tremplin, une chose fondamentalement transformatrice, c'est par rapport à l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui est étroitement lié, fondamentalement lié à la spiritualité. On ne peut pas parler de spiritualité sans parler de sexualité, à mon sens. La spiritualité, c'est comme l'esprit, on va dire. C'est comme le cerveau haut, si on compare ça à l'esprit, et qu'en bas, le cerveau bas, ce serait les instincts, la sexualité, l'alimentation, tout ça. Et c'est comme si en cultivant cette énergie-là, la qualité de cette énergie-là et le mouvement de cette énergie-là, on pouvait, comme la sève d'un arbre, monter et nourrir l'esprit. Et entre autres les vertus. Et que si cette énergie-là sexuelle, elle est mise au service juste du plaisir et de quelques spasmes de jouissance et d'instants de bien-être et de satisfaction personnelle, eh ben on va vite se retrouver avec une sève qui, au lieu de monter, va descendre. C'est un peu comme s'il y avait le processus vital du vivant et le processus, on va dire, de la dégénération et de la mort, si on peut employer ces mots-là. Et donc cultiver et ouvrir la voie à cette énergie vitale, cette énergie sexuelle à monter, va nourrir notre spiritualité. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas d'énergie vitale, d'énergie sexuelle qui est, on va dire, transformée, raffinée, peaufinée, cultivée, pour qu'elle croît et qu'elle vienne alimenter nos champs d'énergie, nos capacités, nos vertus, nos sens, aiguiser notre plénitude, on va dire. Hein, c'est comme si on avait un vase et que c'est un peu, si on pourrait comparer toutes ces approches quand on parle de psychologie, d'énergétique, de physiologie, d'alimentation, de tout ça. C'est comme si on avait un vase et qui était peut-être fissuré à certains endroits parce qu'on a reçu des chocs psychiques, physiques, émotionnels, etc. Et que y a des fuites et qu'on
on vise à la plénitude et à déborder de cet amour inconditionnel, etc. Et en fait, si on a plein de fuites, des fois on va perdre espoir, ou on va se décourager parce qu'on se dit putain, avec tous les efforts que je fais, comment ça se fait que je n'arrive pas à cette plénitude? Et je pense qu'il y a de l'ordre de la réparation, ou plutôt de la libération. Pour moi, je pense que c'est la fondamentale, c'est la libération. Parce qu'une fois qu'on libère tout ce qui entrave l'accroissement naturel, je pense qu'on est tous câblés et voués à évoluer, à s'éveiller. Seulement, il y a eu des choses qui ont fissuré et qui nous font perdre de l'énergie. Et le fait de libérer tout ce qui a été choquant pour nous, naturellement va reconsolider, va étanchéiser et permettre de retrouver cette plénitude. Et l'énergie sexuelle fait partie, hein, cette force fondamentale, cette puissance colossale, fait partie d'un des leviers majeurs de l'évolution, de l'éveil, de la liberté, de l'énergie, des vertus, de ce qu'on nomme de la spiritualité. C'est important de pouvoir la cultiver et la faire croître dans notre système, pour éveiller notre système. Et pourtant, c'est là où on a nos pulsions, c'est là où on a nos instincts. Donc c'est vraiment mettre de l'esprit et de la tranquillité dans ces instincts, dans ces choses qui sont un peu entre guillemets plus forts que nous. C'est de retrouver quelque part une maîtrise, une douce maîtrise, hein. C'est pas quelque chose d'une volonté contraignante, au contraire c'est quelque chose de transformateur. Et je me souviens, moi c'est quand j'avais 20 ans, que j'ai pris conscience de ça. Les taoïstes disent à 20 ans, à 30 ans, un homme doit en prendre conscience de l'importance de cette quintessence, de cette énergie vitale, et à 40 ans le maîtriser. Sinon, cheveux blancs, problème de dentition, d'audition, aux genoux, au bas du dos, etc. La décroissance se fait assez forte. Et donc tous les taoïstes, tout bon taoïste vise justement l'immortalité. C'est un peu le mythe et la vocation d'un taoïste, c'est de mettre tout en œuvre pour la longévité, voire l'immortalité. Donc, l'énergie sexuelle est au centre de ce propos, dans le sens où c'est quelque chose c'est notre quintessence, et c'est notre spiritualité. Et c'est important de la cultiver, de la développer, cette énergie vitale, cette énergie sexuelle, et de la faire mouvoir pour nourrir nos différents centres et notre vie, par débordement, notre vie. Et donc voilà, ça c'est un vecteur vraiment important de l'éveil et du développement personnel, spirituel, d'un développement de vie vibrant et inspirant. Voilà.